Les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu spéciale, un retour d'expérience pour partager un petit peu comment on peut faire pour créer un verger en partant de zéro. Bah voilà, vous avez acquis un super terrain. Il a été à l'abandon pendant plusieurs années. Maintenant, c'est plutôt une jungle ou une friche. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez le transformer en verger? Pour nous, ben là, ça fait presque un an qu'on est arrivé au Mexique. Ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'on avait acheté ce terrain. On l'avait acheté un petit peu avant d'arriver définitivement parce qu'on savait que le Mexique était la prochaine étape. Et quand on avait acheté ce terrain-là, il avait été laissé à l'abandon déjà. Donc laissé à l'abandon dans un climat tropical, ça pousse relativement vite. Mais depuis qu'on l'avait acheté, ben, on ne l'avait pas du tout entretenu. On attendait de vivre sur place pour faire quoi que ce soit. Et donc, bah voilà, sans surprise, quand on a pris possession de ce terrain-là, c'était plus une jungle inhospitalière qu'un terrain. Et donc, à cette époque-là, où j'avais déjà l'envie de faire un verger, j'avais commencé à me documenter partout pour savoir bah, par quel bout prendre on va dire, ce terrain pour le transformer en le verger que je souhaitais, quelles étaient les étapes et tout. Et j'avais rien trouvé de concluant sur les potagers. Il y en a énormément de vidéos, comment faire son potager, mais sur un verger, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est pas du tout les mêmes dimensions et c'est pas du tout les mêmes enjeux, on va dire. Qu'un potager, bah il y avait rien. Enfin, j'ai rien trouvé, donc du coup, je me suis dit là, ça fait un an, tout juste un an ou quasi un an qu'on est arrivé ici au Mexique, dans le Yucatan. Et bah voilà, bah, c'était, je pense, un bon point pour faire une vidéo et partager un petit peu les différentes étapes de réflexion qu'on avait eues. Vous allez voir qu'on va parler de plein de choses. Avant de parler de planter un arbre, on va parler de route d'accès, là, par exemple. Là, on voit des pierres qui délimitent une partie de la route d'accès. On va parler de gestion d'eau. Là, on voit d'irrigation. On va parler de trous de plantation. On va parler de stockage. On va parler d'animaux. On va parler de plein de trucs, en fait. Et l'idée, en fait, qu'il y a derrière cette vidéo, c'est de vous donner, vous, les clés pour, bah, si vous êtes confronté à la même situation que moi, ou en tout cas une situation similaire, transposable, que vous puissiez, vous, bah, profiter un petit peu de l'expérience que j'ai eue pendant cette année. Je partagerai aussi les erreurs, l'échec c'est un grand mot, mais les erreurs que j'ai faites à chacune des étapes pour vous, bah, que vous ne les reproduisiez pas. Vous verrez qu'il y a des erreurs qui sont plus ou moins graves, qui ont plus ou moins d'impact sur vous, qui sont plus ou moins corrigeables et surtout qui impactent plus ou moins votre rendement ou productivité future. Donc voilà, allez, on part pour le premier sujet qui sera sur quoi? On va commencer par quoi? On va commencer par, je sais plus, mais je vais vous dire ça bientôt. Premier sujet, le défrichage. Bah ouais, parce que quand vous avez un terrain et que vous pouvez pas rentrer dedans ou vous pouvez rien faire dedans, on parle même pas de planter, on parle même pas on parle de se déplacer. Si vous pouvez même pas vous déplacer dans votre terrain, vous allez vite être limité sur l'utilité de ce que de ce que vous allez pouvoir faire sur ce terrain. Et donc, bah nous, quand on est arrivé, le terrain il ressemble à ça, en fait, là. Donc, clairement, moi, je suis arrivé comme un bon Parisien, hein. Je suis arrivé en tongs, short, t-shirt. Bah, très vite, j'ai compris que le soleil, c'était pas mon ami, donc je me suis vite planqué à l'ombre et on pouvait pas marcher, hein, parce qu'il y a il y a par exemple ça qui est, euh, qui est de la famille la même famille que les fabacées, qui est des fabacées, je crois. C'est quoi? C'est la famille des fèves. Et donc, regardez, il y a des jolies épines ici. Je ne sais pas si on les voit bien en image, mais il y a plein d'épines. Donc ça, par exemple, c'est un arbre qui a été arraché. Et quand les racines restent dans le sol, il y a des repousses qui sont faites systématiquement. Donc en fait, il faut l'épuiser. Donc, à chaque fois que vous voyez ça, il faut tondre, il faut couper et il faut arracher la racine. Et donc du coup, quand vous pouviez marcher, parce que c'était de l'herbe, bah, il y avait plein de trucs avec des épines. Mais sinon, la plupart du temps, c'était des arbustes. Hmm, comme ça. Donc du coup, pour défricher, bah, je suis venu avec des machettes et des sécateurs. Comme dans les films avec, par exemple, Indiana Jones, hein, vous imaginez, vous donnez des coups de machette et vous avancez, ben, en fait, ça marche pas très bien. Euh, vous faites ça sur un arbuste, deux arbustes, après vous éclatiez, vous avez mal au bras, et de toute façon, c'est tellement dense que vous avancez pas, en fait. Donc ça a été super compliqué. Pendant un mois, on a essayé de faire comme ça avec mon épouse,
des sécateurs, de couper, de couper, de couper. Et ça amène un problème comme quand vous arrivez à couper des arbustes, qui est déjà miraculeux. Alors déjà, vous cassez un peu votre matériel parce qu'il n'aime pas trop ça. Mais en plus, ce qui se passe, c'est que vous laissez toutes les souches dans le sol. Et c'est relativement dangereux. Je reviendrai après pourquoi. Donc la deuxième étape, c'est d'acheter une débroussailleuse. Ou une tondeuse. Alors les tondeuses, pas trop pour débroussailler, sauf si c'est vraiment que des herbes hautes. Mais la débroussailleuse, elle est un petit peu multi-usage. Elle coupe les arbustes. Enfin, si vous mettez un couteau de hachage, donc si vous achetez une avec un moteur un petit peu puissant. Donc elle coupe les arbustes et elle vous permet de coucher toute l'herbe que vous avez, quelle que soit la densité. C'est juste que ça fait travailler les bras, mais regardez là par exemple, ça c'est ce que j'ai coupé la semaine dernière. Bah, on voit que c'est relativement c'est même plus des herbes, hein, c'est limite des arbustes, les trucs. Mais voilà, tout a été coupé, il n'y a pas de problème. On fatigue pas trop la machine. Bon, elle chauffe un peu parce qu'il fait chaud, mais on la fatigue pas trop. Mais du coup, l'autre problème que ça génère, c'est que vous laissez encore des souches dans le sol. Et pourquoi c'est un problème? Allez, on avait été coupé à cause d'une surchauffe du téléphone. J'ai refait la scène, mais cette fois c'était un problème de micro, donc vous inquiétez pas, j'aurai des vidéos avec cette tenue et d'autres vidéos avec l'autre tenue. C'est des vidéos qui sont faites sur 2 jours, suite à quelques problèmes techniques. Mais bon, je disais, donc, pourquoi c'est pas bon de laisser beaucoup de souches dans le sol? Bon, la première, c'est, bah, ça paraît évident, si vous avez une jungle, elle va se transformer du coup d'ailleurs en jungle de souches, et donc vous pourrez rien planter, vous allez énormément galérer. Et le deuxième, c'est ce qui m'est passé, c'est que je faisais le tour du terrain avec un entrepreneur pour parler des frichages, et j'ai pas fait gaffe, j'ai marché sur une souche où il y avait une repousse, et la repousse a transpercé ma basket, ma chaussure, la semelle, et s'est plantée dans mon pied, et c'était une repousse qui faisait un demi-centimètre de diamètre. Donc j'ai eu hyper mal, et j'ai jonglé pendant au moins 2 semaines. C'était super douloureux parce que c'était la plante des pieds, c'est plus sensible. Et donc voilà. Donc très mauvaise idée de laisser des souches dans le sol pour la sécurité et puis pour la praticité. Et donc si vous avez ce problème d'avoir beaucoup d'arbres déjà ou d'arbustes implantés sur votre terrain, il n'y a pas 36 solutions, c'est le tracteur. Si vous voulez dessoucher à la main, c'est possible, mais ça va vous demander une énergie mais phénoménale pour un résultat très décourageant. Donc le tracteur, il va peut-être défoncer votre terre, mais il va tout dessoucher. Quand vous avez défoncé votre terre, ce qui est bien, c'est que la nature, elle n'est pas rancunière. Vous avez toujours moyen, alors ça nécessite un peu d'énergie et d'effort, mais vous avez toujours moyen de corriger le tir. Donc voilà, ça c'était la partie défrichage. Là, on va passer à un autre chapitre, le chapitre sur les routes d'accès, le stationnement. Allez, là, on parle d'outillage. C'est un petit chapitre que j'ai oublié de parler, qui est très important. Avant de faire tous vos travaux, vous allez acheter des outils, il va falloir les stocker. Donc au début, bah moi, quand j'avais pas cette maisonnette et pas d'endroit de stockage, je me trimbalais avec tous les outils dans le pick-up. Donc ça, c'est super pas pratique parce que vous devez les charger chez vous, les décharger ici, les recharger, les redécharger. Enfin bref, vous travaillez pour rien. Vous êtes limité sur la place que vous pouvez prendre. Vous surconsommez en essence parce que ça a un poids. Bref, c'est pourri comme idée. Il faut que vous ayez dans votre verger un endroit pour stocker. Pour estimer la place dont vous avez besoin, bah, il va falloir estimer les machines que vous allez acheter. Alors vous allez acheter des tournevis, enfin pas des tournevis, des visseuses perforeuses électriques. Vous allez acheter peut-être des scies circulaires ou des scies électriques pour faire des travaux du bois. Vous allez acheter des pioches, des pelles, des brouettes. Vous allez acheter peut-être une déchiqueteuse, une débroussailleuse comme moi. Il va falloir aussi le matériel pour entretenir tout ça. Voilà, il faut que vous estimez un petit peu le volume. Si vous avez les moyens de faire construire et si la législation vous le permet, faites-le. Parce que vous avez besoin, enfin, plus votre construction sera en dur, meilleur sera le stockage de vos outils et mieux ils survivront à l'usure. Nous, on a construit une petite maisonnette. Une petite musique de fond là, sympathique. Je sais pas ce qu'ils font avec ça. Donc elle fait environ 24 mètres carrés, je crois.
Et la terrasse, elle fait 32, bah, climat tropical. Donc, bah, ouais, climat tropical, on est souvent dehors. Climat terrasse couverte, c'est impératif parce qu'on n'avait pas fait le tour au début, c'est un enfer avec le soleil. Je vais vous montrer l'intérieur. Nous, on l'a fait avec un certain confort puisque les conditions de travail sont très dures. Un climat tropical, on a l'image du gars dans son hamac à l'extérieur, mais en fait, vous avez une chaleur très forte. Quand il pleut, ça rigole pas. Donc voilà un petit peu la bête ici. Donc on a un espace cuisine avec un évier. On a un espace pour le futur réfrigérateur. Là, ça, c'est un système de wall mount. Donc vous avez, je pense, ça existe dans tous les pays. Vous fixez des plaques au mur et après vous pouvez attacher ce que vous voulez. Espace pour la débroussailleuse. Là, c'est une petite salle d'eau. Lumière, hop, au propre. Donc la douche, je n'ai jamais utilisé jusqu'à présent. Les repose-serviettes, bon, des toilettes, c'est indispensable. La partie évier, lavabo, hop, je vais éteindre. Là, il y a des crochets pour la hamac, donc je peux en mettre deux. C'est primordial. Enfin, en gros, si vous ne pouvez pas vous reposer quand vous travaillez, j'allume un petit coup ici aussi d'ailleurs, il commence à faire sombre. Si vous ne pouvez pas vous reposer quand vous commencez à travailler, vous êtes mort. Parce que c'est un travail harassant et vous avez besoin de pouvoir vous reposer, vous et vos machines. Pensez à avoir de l'électricité un peu partout. Là, par exemple, sous les bancs, j'ai fait mettre des prises électriques. J'ai prévu les prises électriques aussi pour pour la mare, pour la fontaine, enfin la pompe à eau, pardon. Donc, allez-y. Prévoyez large. Donc, si vous n'avez pas une idée, estimez une surface, multipliez-la par deux parce que vous n'aurez jamais pensé à tout. Et voilà. Après, si vous avez les moyens, tant mieux. Sinon, vous achetez des abris de jardin, mais en tout cas, c'est obligatoire de pouvoir stocker vos bâches, vos choses, sinon elles vont très vite se dégrader à l'extérieur. Donc voilà pour la partie matériel et stockage de ce matériel. Ne lésinez pas sur ce poste-là parce que bah, vous simplifierez la vie plus tard. Route d'accès, stationnement. Alors, c'est pas un des sujets les plus passionnants, c'est sûr, et c'est pas un des sujets qui nous vient à l'esprit quand on commence à s'occuper de notre terrain. Mais il faut bien voir que si vous ne prévoyez pas dans votre tête d'avoir des espaces de passage, comme ici, là, pour votre voiture, voire des engins, ben, le jour où vous en aurez besoin, vous n'aurez pas 36 solutions, il va falloir tronçonner. Et ça va être hyper frustrant parce que normalement, si vous créez votre verger, vous allez mettre des arbres que vous souhaitez. Ça ne va pas être ouais, des arbres, on va dire, entre guillemets, sauvages. Et donc, vous allez devoir bah, voilà, en tuer et c'est sûrement pas qu'un seul, quoi. Du coup, c'est un des sujets en fait qui est le plus difficile à conceptualiser parce que bah, en général, quand vous allez vouloir créer votre verger, vous n'aurez pas forcément une vue tout de suite de comment vous allez le concevoir et donc des accès dont vous aurez besoin. Donc moi, par exemple, je savais que j'allais planter des arbres le long de mon mur d'enceinte qui va être rehaussé plus tard quand j'aurai des moyens, bah, pour un aspect esthétique, mais surtout pour un aspect pratique. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, j'aurai une route d'accès qui longera cette partie-là. Sauf que très vite, je me suis rendu compte qu'ici, je devais mettre un tas de pierres. Donc, cette route d'accès qui, au départ, je voulais qu'elle longe tout le mur d'enceinte sur plus de 200 mètres. Elle ne fera pas ça. Elle va bifurquer ici et elle va longer la plantation que je suis en train de construire ici. Et je la prévois assez large. Je la prévois sur 5 mètres de largeur parce que bah, je veux que si un jour je veux faire ma maison là-bas, bah, je veux que des grands camions de livraison de poutres et de pierres puissent passer sans difficulté. Autre point, bah, du coup, j'avais fait la maisonnette juste en face de l'entrée bah, par praticité. Et de toute façon, le reste n'était pas accessible à l'époque. Il y avait que des arbres et c'était pas envisageable de faire quoi que ce soit. Et donc ici, j'aurais une première route comme ça. Au début, j'avais prévu cet espace pour faire un parking, mais très vite, je me suis rendu compte que mon pick-up, c'est un braquage très important. Bah non, ça marchait pas, je pouvais pas. J'étais obligé de m'y reprendre vraiment énormément de fois pour aller me garer là. Donc c'est pas le bon endroit. Je suis pas encore très clair sur l'aire de stationnement, mais c'est quelque chose qu'il va falloir parce que bon là, je viens 2-3 fois par semaine. Mais si vous avez une voiture en permanence stationnée à un endroit, elle va tasser la terre. Donc prévoyez
un endroit adéquat et notamment si vous laissez de la terre, le jour où il pleut, ça sent bourre, c'est dégueulasse. Ça abîme encore plus votre terre, donc c'est pas super. Donc voilà, route d'accès, vous devez l'avoir en tête et vous devez y réfléchir en permanence quand vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez aménager votre terrain. Ça, c'est primordial. Voilà, petit sujet sur les routes d'accès, mais ça, c'est un sujet ennuyeux que vous devez avoir en tête. Sujet suivant, ça sera les animaux. Ok, les animaux, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Vous avez plusieurs sortes d'animaux, hein. Vous avez, déjà, classiquement, les animaux, ce qu'on dit domestiques, les chats et les chiens. Est-ce que vous en souhaitez sur votre terrain? Les chats, ils ont mauvaise réputation parce qu'on dit qu'ils tuent la biodiversité, parce qu'ils vont chasser des oiseaux, des machins. Bon, dans les fêtes, c'est sûr que si vous en avez 150 sur votre terrain, ouais, ils vont faire des dommages. Si vous avez un, deux sur votre terrain d'1 hectare, ça va pas faire grand-chose. C'est à vous de voir. Les chats, c'est un instinct de chasse. Donc ça va chasser, donc ça peut être intéressant si vous avez des souris, ce genre de choses. Moi, je serais plutôt à avoir un chien de garde, parce que c'est une grande surface et que j'aimerais bien avoir une espèce de protection, idéalement 2, 3. Comme on ne vit pas sur place, je ne peux pas mettre de chien parce que je ne vais pas le laisser seul, le pauvre, le reste du temps. Surtout qu'il y a pas mal de chiens dans le village et comme pour l'instant c'est pas fermé, du coup les chiens pourraient friter ensemble, même si jusqu'à présent, je les ai trouvés très amicaux. Mais je ne sais pas si un nouveau venu ferait de l'embrouille. Bon, à part ces animaux domestiques, il y a 2 pistes que vous devez avoir en tête si vous faites un verger. Le premier, c'est les chèvres, pour débroussailler. Ça, c'est génial. Alors, ici, ils en utilisent un petit peu, des chèvres, et ils les attachent à un pieu, et puis ils les laissent manger un petit peu tout ce qui est autour. Ça, c'est pas mal. J'aimerais beaucoup en avoir. Mais voilà, c'est un animal, ça nécessite un abri. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous pensiez, vous réfléchissez si vous souhaitez avoir des animaux, parce que si vous souhaitez avoir des animaux, il faut penser où est-ce que vous allez mettre l'abri, comment vous allez sortir, comment vous allez les nourrir, acheminer leur nourriture, parce que bon, ok, ils mangent ce qu'ils vont trouver, mais généralement, ils ont besoin de compléments alimentaires, et ces compléments alimentaires, il faut les ramener, donc ça se porte. Donc voilà, chèvre, et le deuxième animal qui est très très intéressant, c'est la poule. La poule, il faut imaginer que c'est un animal, à la base, c'est un animal de forêt. Donc comme c'est un animal de forêt, nous, quand on l'a domestiqué, on l'a mis dans des prairies par convenance, j'imagine, parce que c'est plus simple pour nous pour les trouver. Mais sinon, à la base, ça aime bien se percher dans les arbres, ça aime bien être dans les arbres, se cacher, notamment à cause des prédateurs. Alors là, ce soir, j'en ai pas. Mais quand il y a des aigles ou ce genre de bestioles dans les airs, ça fait qu'une bouchée de votre poule. Et notamment ici, dans cette région, j'ai beaucoup, beaucoup d'aigles. Des aigles à pointe noire qui sont majestueux. Mais c'est sûr que si là, je mets des poules en plein air, elles vont se faire dégommer. Pour autant, c'est hyper intéressant quand vous avez un verger, pour la simple et bonne raison que ça va manger les parasites au sol. Vous avez énormément de parasites qui, dans leur cycle de vie, les passent dans vos fruits, dans votre arbre, mais une partie de leur cycle de vie est passée dans l'arbre, mais une autre partie du cycle de vie est passée dans la terre. Et c'est à ce moment-là qu'elles se font choper. Et donc, les poules ont un côté assainissant, on va dire, dans votre verger. Alors, c'est sûr, pour exercer une pression sur un verger de 5000 m², il faut en mettre des poules. Mais, pour autant, si vous avez quelques poules, c'est déjà ça. Mais du coup, moi, je me suis imaginé derrière la future mare ici, là-bas, ici, dans ce coin-là, je mettrais bien un poulailler, mais ça veut dire qu'il faudra que je clôture tout autour. Et évidemment, je ne pourrai pas faire ça tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'arbres pour les poules, pour qu'elles puissent se protéger. Donc voilà pour les animaux. Le sujet suivant, c'était quoi déjà? Je reprends mon petit papier, je m'étais fait des notes. Hop, hop. Ah oui, on parle de plantation, mais du coup, on va parler de trous de plantation. Trous de plantation, alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Sur les trous de plantation, c'est hyper important à faire. Hyper important à faire en avance, parce que votre terre, vous devez la préparer pour recevoir l'arbre. L'arbre, ça va être, moi je vais appeler ça une force tranquille. Contrairement à un potager où vous allez devoir
enrichir de beaucoup de matière azotée pour favoriser la pousse de vos courgettes, de vos tomates, parce qu'elles ont des racines très superficielles et que du coup, elles ont besoin d'alimentation tout de suite disponible. Votre arbre, bien sûr, il va avoir besoin d'alimentation tout de suite disponible, mais ça va être dans le long cours également. Et donc, il va falloir préparer. Alors déjà, il va falloir réfléchir où est-ce que vous voulez faire vos trous de plantation. Par exemple, ici, là, je les ai fait tous les 3 mètres. Il y a 3 mètres entre chaque arbre. Je les ai fait super rapprochés, ces trous de plantation, parce que j'avais rien sur le terrain et je voulais le plus vite possible exercer une pression au niveau du soleil sur la surface, déjà pour protéger le sol, mais aussi pour limiter la repousse, parce que comme qui dit climat tropical, dit climat avec une repousse rapide. Et donc du coup, je les ai plantés relativement proches. Certains vont vous dire c'est trop proche. D'ailleurs, dans le village, beaucoup m'ont dit ça. Peut-être, peut-être pas. Vous avez des exemples dans la nature. Bah tiens, j'ai pas besoin d'aller très loin. Regardez ici, là, les arbres, comment ils sont proches. Vous avez sûrement autour de vous dans la nature des exemples d'arbres qui ont poussé relativement proches et que ça fonctionne. Ils sont comme en symbiose. Ce qui ne fonctionne pas, c'est quand vous avez un arbre très haut, très grand, très imposant, et qu'à côté, vous mettez un jeune arbuste. Lui, il ne va pas avoir assez de soleil, les racines ne vont pas avoir assez de place, et du coup, il ne va pas pouvoir se développer, il va mourir probablement. Si en revanche, vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous les plantez en même temps, c'est-à-dire que le système racinaire se propage dans le sol en même temps, normalement, ils vont s'adapter et vont prendre de l'espace en fonction de leur morphologie propre. À noter que ça peut être hyper intéressant de les planter proches quand vous avez des arbres qui sont du type mâle-femelle, comme les pistachiers, comme les actinadiers, là, les arbres pour les kiwis. Vous avez certains arbres qui nécessitent, ou des pollinisations croisées, comme, comme les avocats, comme les pommes. Euh, Tous ces arbres-là, c'est plutôt intéressant de les planter relativement proches, quitte à ce que certaines branches s'en mêlent, parce que ça peut favoriser la fructification. Donc ici, je les ai plantés tous les 3 mètres, et là, dans cet espace-là, où c'est un carré qui fait à peu près un peu plus de 50 mètres par 50 mètres, voire je crois plutôt 60 par 60, là, j'ai mis 5 mètres entre chaque arbre. Je leur ai donné plus d'espace. Je me suis dit, bon, bah là, de toute façon, j'ai énormément d'espace. Si je la fais trop serrée, eh ben, ça va pas le faire. Ça va me faire planter beaucoup. Je vais avoir énormément de trous à faire et ça va pas le faire. Mais bon, pour revenir à ce sujet de faire des trous de plantation, donc moi par exemple qui suis dans un terrain très caillouteux, j'avais commencé à les creuser à la pioche, j'en ai cassé une très rapidement. Je vous mettrai peut-être une photo là dans votre coin d'écran. Et donc très vite, j'ai demandé au tracteur qui était là pour défricher de me faire les trous. Donc j'ai fait cette série de trous là et j'ai fait la série de trous là-bas avec le tracteur de façon à ce que, alors, ayant un terrain très constitué de beaucoup de pierres, quand je dois préparer un trou de plantation, j'ai beaucoup de boulot. Si vous n'avez pas de pierre dans votre sol, en gros, c'est juste de sortir de la terre. Ça va être rapide. Vous sortez vous demandez, enfin, si vous avez 100 trous, vous le faites avec un tracteur, mais si vous en avez beaucoup moins à faire, vous mettez des coups de pelle, vous sortez votre terre, en quelque sorte la décompactez, vous la remettez dedans, et derrière, vous allez mettre euh, un engrais organique de type lisier. Alors moi, j'ai le maire du village qui m'a filé 1 tonne environ de lisier de mouton, donc j'étais super content. Donc j'en mets 2 pelletées dans chaque trou. Par-dessus, je mets un gros paillage parce que vous voyez, là, j'ai des herbes partout que je dois faucher. Je m'en sers comme paillage, donc je mets 15 à 20 cm. Et par-dessus, pour favoriser la vie du sol, je mets des cartons opaques. Plus ça va être sombre, plus ça va être protégé, plus les petits vers de terre et les petits décomposeurs et les bactéries vont travailler en forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre trou de plantation, vous devez le préparer au moins une saison à l'avance dans un climat tempéré pour que la décomposition se fasse, que toutes les bactéries bossent. Voilà, ça prend du temps, il faut apprendre à être patient. En revanche, si vous êtes dans un climat tropical, 3 mois avant, ça suffit, voire 1 mois.
Alors vous avez des façons d'accélérer la décomposition. Je vous ai donné un indice, climat tropical. Climat tropical, ça veut dire chaud et humide. Donc en gros, si vous bâchez votre trou, vous êtes en France, vous bâchez votre trou et vous rajoutez un petit peu d'eau. Alors vous ne faites pas une piscine, mais vous rajoutez de l'eau régulièrement de façon à ce que ce soit toujours humide et vous ayez bâché donc bien dans le noir et que cette bâche garde un peu la chaleur. Vous allez voir, vous allez accélérer la décomposition. Donc ça, c'est une étape primordiale si vous voulez maximiser les réussites de reprise de plantation sur votre terrain. Donc voilà. Le prochain sujet sera suspense. Non. Comme j'ai perdu le fil, comme je l'ai fait sur plusieurs jours maintenant. Oula, un gros sujet, la gestion de l'eau et l'irrigation. Ça va être chaud, chaud, chaud. L'eau. Ça, c'est un gros sujet. C'est un sujet brûlant en France, mais c'est un sujet brûlant dans beaucoup de pays. Alors, je ne vous cache pas qu'une des raisons pour lesquelles je me suis installé dans le Yucatan, et notamment à Mérida, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de problème d'eau. C'est l'une des rares régions dans le monde. Alors, je ne dis pas ça pour énerver les gens et machin, mais c'est l'une des rares régions dans le monde où il n'y a pas de problème d'eau. Il y a d'autres problèmes, mais il n'y a pas de problème d'eau ni d'électricité. Pour deux raisons. Pour l'eau, on va dire, c'est que déjà, en fait, c'est la région du monde qui a été frappée par le fameux météorite qui aurait tué tous les dinosaures de l'époque. Merci ce météorite, mais du coup, quand il a frappé, il a fait une constellation de canaux souterrains. Donc le Yucatan est sillonné par des canaux et ça, c'est ce qui donne les fameux cénotes dont vous avez entendu parler si vous avez été au Mexique ou si vous faites du tourisme. On va dire, ces canaux d'eau douce ou ces sources d'eau douce, donc c'est constellé. Donc en fait, dans le Yucatan, il n'y a aucune rivière. Elles sont toutes souterraines. Ça a des avantages parce que du coup, vous avez moins de déperdition sur l'eau. Quand vous avez des rivières, il y a beaucoup d'évaporation. Ici, comme elle est souterraine, il n'y a pas d'évaporation. Et donc, du coup, cette eau ici, tout le monde la puise en fait. Tout le monde a une pompe à eau pour puits en eau profonde, un petit peu comme moi ce que j'ai installé ici. Ici, là. Je vous l'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. Là, ici. Elle est là, hop, dans cette cage en pierre. Donc en gros, avec ça, vous pouvez pomper ce que vous voulez. La seule chose, c'est que cette eau, généralement, elle contient des pesticides, puisque c'est une région quand même agricole, comme il y a de l'eau. Et donc, comme ici, les agriculteurs, comme partout, utilisent des pesticides de synthèse et notamment minéraux, ça finit au fond dans la rivière souterraine. Et donc, nous, on a accès à l'eau ici, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'étais assez chaud pour venir m'installer dans cette région-là. C'est que je savais qu'il n'y aurait pas de problème d'eau, en tout cas moins de problèmes que dans d'autres régions. Et pas de problème d'électricité, parce qu'ici, le voltaïque, oui, c'est ça, le voltaïque, le solaire, pardon, fonctionne très bien, puisqu'on a de la lumière, on a du soleil peut-être 11 mois et demi dans l'année, quoi. Donc, plus globalement, vous devez avoir accès à l'eau. Alors, il y a plusieurs façons d'avoir accès à l'eau. Je l'ai cité, il y a les rivières, il y a les puits. Hein, moi, avant, j'ai utilisé le puits artisanal quand il fallait arroser les premiers arbres, qui est à 8 mètres. Vous avez la pluie, à pas confondre avec le puits. Vous avez les étangs, les mares et ce genre de choses. Vous devez avoir accès à plusieurs sources d'eau si vous voulez que ce soit pérenne. Si vous avez accès qu'à une seule source d'eau, ou par exemple le réseau d'eau municipal, qui n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'en général, quand vous en aurez le plus besoin, il y aura des arrêtés préfectoraux qui vous interdiront d'arroser avec, mais mettons, si vous avez accès qu'à ça, et voilà, le jour où il n'y a plus d'eau dans ce réseau-là, vos arbres ils meurent de soif, quoi. Donc, idéalement, 3 sources d'eau. Donc, il faut que vous ayez votre puits, votre rivière, votre étang ou quoi qu'est-ce. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai un premier réservoir à eau. Ici, ils appellent ça des tinacos. Des tinacos, des réservoirs à eau. En France, vous avez les IBC, ça fait en général 1000 litres. Celui-là, il fait 1100, donc c'est à peu près la même chose. Pour vous donner un ordre d'idée, ma pompe à eau, elle délivre 110 litres à la minute. Donc si j'avais un réservoir comme ça pour l'alimenter, en 10 minutes, j'aurais plus d'eau. En sachant que moi, j'arrose au minimum une demi-heure, voire 45 minutes, on voit très vite les limites.
Les plus gros réservoirs comme ça, en plastique spécial qui existent, je crois qu'ils font 2500 litres. C'est ce que j'ai prévu de mettre sur cette plateforme-là. Mais ça ne sera pas forcément pour arroser, enfin, ça ne sera pas du tout pour arroser ça, ce sera pour arroser cette zone-là, où je vais sûrement faire peut-être un parterre de fleurs, enfin un truc assez esthétique, joli, pour que quand on rentre sur le terrain, on ait une jolie vue. Donc vous devez pouvoir stocker de l'eau. Moi, pour l'instant, j'ai ce Tinaco là qui est faible. J'ai ma pompe à eau, mais qui est sur réseau électrique. Donc, si j'ai une panne d'électricité ou si j'ai plus d'eau dans le cénoté pour X raison, bah, je suis embêté. Et j'ai prévu de là-bas, j'avais fait creuser une mare pour quand, quand j'aurai le temps de m'en occuper. Hop, j'arrive. J'ai tout prévu pour faire, voilà, pour créer une mare et avoir une réserve d'eau, même si elle ne sera pas énorme, parce qu'elle fait à peu près 4 mètres sur 4 mètres et elle fait moins d'1 mètre de profondeur. Donc ça ne va pas faire beaucoup de mètres cubes ici. Mais c'était surtout au début pour avoir de la biodiversité. Donc là, je vais bâcher, je vais mettre mes doubles bâches. Je vais mettre une petite pompe à eau, j'ai ma réserve électrique, je vais faire un petit courant d'eau. Et puis ici, comme il y a des crapauds dans ce genre d'endroit et beaucoup de libellules, j'imagine que ça sera là et puis ça permettra d'en profiter pour le petit jardin en keyhole que j'ai fait. J'ai un copain qui est dans une autre région du Mexique qui est assez montagneuse, qui lui a fait construire une réserve de 30 000 litres en béton. C'est intéressant si vous récoltez beaucoup la pluie, l'eau de pluie ici, parce que l'eau de pluie, elle est souvent acide. Et donc, du coup, pour contrecarrer ce pH-là, le béton, je crois que ça aide. Il faudrait revérifier, mais je crois que le béton a une action sur le pH de l'eau. Même si, soit dit en passant, c'est toujours meilleur d'arroser avec l'eau de la pluie que l'eau des profondeurs. C'est une question de pH, il me semble. Enfin, bref. De toute façon, c'est toujours mieux d'arroser avec quelque chose que de ne pas arroser du tout. Donc vous devez prévoir du stockage d'eau. Alors, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de l'avoir tout de suite au début. En revanche, ce que vous êtes obligé d'avoir tout de suite au début, c'est la partie irrigation. Si vous faites un verger avec des centaines d'arbres, n'imaginez pas les arroser à la main. C'est ce que j'ai fait au début ici pour ces arbres-là. J'en ai perdu quelques-uns, déjà. Et deux, je me suis fait violence, quoi. Quand il faut sortir des seaux de ce puits-là à 8 mètres, des seaux de 20 ou 30 kilos, on le sent, quoi. Et surtout qu'il y a plusieurs arbres et en général, vous mettez plus de 30 litres par arbre. Enfin bref. Et ici, dans un climat tropical, vous devez le faire plusieurs fois par semaine, en tout cas au début, quand ils sont jeunes. C'est d'ailleurs une de mes une de mes erreurs. J'ai d'abord planté les arbres et une fois que je les ai plantés, j'ai demandé au pépiniériste, mais en fait, je dois les arroser tous les combien? Et là, parce que pour moi, un arbre, ça poussait tout seul. En fait, pas du tout. Il m'a dit, non, il faut arroser ça tous les 2 jours. En plus, je les ai plantés à la période sèche. Donc, si j'avais un conseil à en retenir, c'est si vous voulez, si vous vivez dans un climat tropical et vous voulez pas comment dire, vous voulez vous affranchir des problématiques de saison sèche, saison humide, il est impératif d'avoir votre réseau d'irrigation. C'est même pas une option, vous devez l'avoir avant de planter. Si vous vivez dans un climat tempéré, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé souvent de planter en automne pour que votre arbre ait le temps de s'enraciner avant le printemps. Ça, c'est votre pépiniériste qui vous aidera. Et ça, je ferai écho au sujet, je crois que c'est le prochain chapitre, c'est sourcer vos plans. Parce que vous allez voir qu'il faut aller contre certaines idées reçues. Enfin bref. Donc je disais, eau, il faut s'assurer d'avoir des sources et après la stocker. D'accord? Alors la stocker, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de l'avoir dès le début, le stockage, mais c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre tête parce que le stockage, ça coûte cher à mettre en place, mais c'est comme tout, c'est un investissement. Et une fois que c'est mis en place, voilà, il faut s'assurer que ça fonctionne. Il faut investir aussi dans le système d'irrigation. Donc moi, je répète ce que j'ai fait. Donc là, j'ai la pompe à eau et j'ai un réseau de canaux, qui délivre à plusieurs sorties de la pression. J'ai prévu, ma maison, elle est connectée, même s'il n'y a pas internet pour le moment, mais tous les interrupteurs, même certains disjoncteurs sont connectés pour que je puisse contrôler la pompe à eau et mettre des programmeurs sur chaque sortie d'eau afin de gérer la programmation, de ne plus avoir besoin de me déplacer comme aujourd'hui pour arroser. Et en sachant que quand même, vous ne pouvez pas laisser ça tourner tout le temps, tout seul, parce qu'il y a le risque, comme c'est du matériel électronique, il y a des risques de panne. Donc ça nécessite quand même un contrôle, mais en tout cas ça vous soulage de votre charge. Pensez efficacité à chaque fois que vous allez concevoir votre verger.
faites des choses qui vous facilitent la vie. Moi, par exemple, quand je lance l'irrigation en appuyant sur un bouton, toute ma belle famille, ils sont étonnés, quoi. Ils disent: «Mais ça arrose tout?» Je dis: «Bah oui». Parce que si je devais arroser manuellement, là, j'ai planté, je crois, plus de 40 arbres là-bas, ça serait l'enfer. Même avec un tuyau, après les seaux d'eau, quand j'ai eu la pompe, je l'ai fait avec un tuyau, c'est l'enfer. Donc non, pensez fainéantise et efficacité. Regardez ces belles couleurs de fin de journée. Donc le prochain sujet, on va partir sur, on a fait gestion de l'eau, entretien du terrain. Ça tombe bien, on parlait d'efficacité fainéantise. Quand vous, quand vous partez sur la construction de votre verger, ne pensez pas simplement à ce que vous voulez manger. Dites-vous que vous voulez être feignant, que vous voulez limiter l'entretien. Et c'est moi qui vous dis ça, regardez toutes les herbes que je dois tondre. Et pourtant, j'ai tondu lundi et on est jeudi. Regardez tout ça commence à repousser. Donc, pour l'entretien, vous allez déjà avoir besoin de matériel. Donc, normalement, vous avez déjà votre débroussailleuse si vous avez eu à débroussailler ou une tondeuse ou je ne sais quoi. Normalement, vous n'utilisez pas un tracteur pour entretenir votre terrain, mais bon, sait-on jamais, vous faites avec les outils que vous avez. Et comment faire pour maîtriser ça? Il n'y a pas 36 solutions, c'est le bâchage. Il y a 2 endroits que vous allez être obligé de bâcher. Le premier, ça va être la route d'accès. Si vous mettez simplement vos petits graviers pour faire joli, pour avoir une belle route toute blanche comme dans les films, et ben très très vite vous allez le regretter parce que les herbes elles adorent pousser entre les graviers et c'est une plaie à couper. Donc vous devez mettre une bâche, un géotextile, mettez du épais, hein, mettez du durable. Et vous allez voir, ça va durer au moins 10 ans et vous allez être tranquille, vous allez me remercier si vous le faites. Donc ça, c'est le premier endroit impératif. Donc bon, quand je dis route d'accès, c'est aussi le parking, évidemment, le stationnement. Et le deuxième endroit qui est primordial, c'est ça que j'ai pas fait. Parce que moi, je pensais qu'avec les grosses pierres, ça empêcherait de pousser, mais en fait, rien du tout. Donc en fait, j'aurais dû bâcher au fond, sous les. Là, il y a plein de tuyaux. Enfin, il y a plein. Il y a d'énormes tuyaux. J'aurais dû bâcher dessous. Alors, c'est pas perdu, parce que là, du coup, je bâchais par-dessus, mais du coup, je suis obligé de remettre des pierres par-dessus. Pareil, si vous avez des talus, ce genre de choses, bâchez-les, quoi. Mettre une bâche, mettez de la pierre par-dessus, et vous êtes peinard. Parce que sinon, bah là, par exemple, j'ai un talus, ici, bah, faut tout tondre toutes les semaines. Et en plus, là, je trouve qu'il pleut pas énormément, quoi. Alors, là, c'est la pire année pour moi. C'est comme on a travaillé le terrain, qu'on a dégagé tous les arbres. Le terrain, en fait, il était à nu. Donc, je suis content que ça repousse, parce que c'est une preuve que le terrain est fertile. Mais comme il n'y a pas de pression par des arbres, avec de l'ombre et tout, bah, toutes les graines ont accès à du soleil, donc elles germent toutes. Elles se font un malin plaisir à germer. Et ça, du coup, bah, c'était inévitable et ça sera mieux l'année prochaine. Et surtout, j'aurai sûrement bâché entre-temps. Le prochain sujet, ça va être le sujet sur sourcer les plants. Je vais déjà commencer sur le sourçage de plants. Il y a un truc que je ne vais pas dire interdire parce que j'ai rien à vous interdire, on ne se connaît pas. Mais je vous déconseille fortement, c'est de faire vos propres semis, voire vos boutures. Pourquoi les semis, ça prend énormément de temps. Et deux, bah, souvent, le résultat, c'est pas celui espéré. Notamment, par exemple, il y a beaucoup de semis qui s'hybrident facilement, comme tout ce qui va être citron. La graine, vous n'êtes pas certain du tout du résultat. Il aura peut-être rien à voir avec le parent. Et du coup, deuxièmement, bah, la durée, quoi. Un avocat, si vous partez d'un noyau, c'est 8 à 10 ans avant qu'il produise. Un citronnier, c'est entre 6 et 10. Enfin bref, vous avez déjà énormément de travail. On va dire, de façonnage, de conception, de réflexion sur tout, hein. On a parlé de matériel, on a parlé d'eau, on a parlé d'animaux surtout. Vous embêtez pas à faire des semis que vous allez devoir arroser 2 fois par jour dans leurs petits pots et pour attendre 10 ans avant d'avoir des fruits. Non, le but ici du verger, c'est de récolter des fruits au sens propre comme au sens figuré le plus vite possible. Donc, sillonnez les routes autour de chez vous, allez-y, trouvez des pépiniéristes. L'avantage, c'est que vous allez trouver des pépiniéristes qui font pousser des choses qui fonctionnent dans vos climats.
Peut-être pas sur votre terroir parce que chaque terroir est spécifique, mais dans votre climat, vous êtes sûr que ça fonctionnera. Et puis surtout, il aura du conseil. Donc commencez par les choses que vous êtes quasiment sûr de réussir. Plantez-les, vous avez vu, non, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Hop, je vais essayer de vous le montrer rapidement. Rapidement. Alors j'ai un exemple et un contre-exemple. Ici, là, c'est un grenadier que j'ai planté il y a 3 mois. Donc c'est issu c'est un arbre que j'ai acheté chez un pépiniériste local. Donc c'est une grenade locale. Elles sont pas très belles les grenades locales, mais bon, elles ont le mérite de pousser. Il y a une variété endémique dans ce pays. Et donc ouais, j'ai déjà des fruits. Donc ça, si j'avais voulu le faire en semis, il aurait fallu, parce que c'est un arbre qui a 2 ans, je crois. Et ensuite, le contre-exemple que je vais vous donner, alors là, j'avais prévu de tondre aujourd'hui, mais vu que la nuit est déjà tombée, ça ne sera pas pour aujourd'hui, tant pis. Je vais me rajouter la difficulté pour la prochaine fois. C'est ça, le contre-exemple, c'est le papayer. Lui, c'est un semi-spontané. Il y avait un trou de culture et je ne sais pas pourquoi. J'ai rien cherché, mais il a poussé directement. Et regardez, là, j'ai des fruits. Donc j'ai du bol. C'est une femelle. Parce que les papayers, c'est des 10. Comment on appelle ça? Enfin bref, il y a des mâles et des femelles. Et non seulement c'est une femelle, mais elle est auto-fertile. Parce que vous avez des variétés qui ont besoin des mâles pour fructifier et d'autres variétés auto-fertiles. Donc celle-là, c'est une auto-fertile. Et en plus, ça a l'air d'être une variété naine. Parce qu'un papayer, ça monte vite à 7-8 mètres. Enfin non, 5-6 mètres plutôt. Et donc, à récolter, c'est sympa les fruits à cette hauteur-là. Et là, il n'a pas l'air de trop monter. Donc c'est pas mal. Mais bon, là, c'est un coup de bol. Hein. Donc non, faites pas de semis, faites pas de bouture. Lancez votre verger. Une fois que vous l'aurez lancé, qu'il fonctionnera, là, quand vous aurez à l'étendre, faites des semis si ça vous amuse et tout. Après tout, on est là pour expérimenter. Mais au début, n'allez pas sur des semis. Allez sur des pépiniéristes. Commencez par le plus simple. Moi, par exemple, j'ai même pas cherché à planter des pommes, des pêches. Mon beau-père, il voulait que je fasse ça, mais ça pousse pas ici. Après, ça pousse. Le pêcher, je sais que ça pousse, mais ça donne pas de fruits parce que ça a besoin d'un hiver. Donc, par exemple, si ça va donner des jolies fleurs et ce genre de choses, pourquoi pas le faire? Mais dans un premier temps, ce que je veux, c'est des arbres qui vont fructifier ici, parce que moi, je veux du résultat. Là, je vais vous montrer, tiens, là, je vais arrêter l'irrigation. Vous allez voir. Hop, je vais le prendre ici. Et voilà. Et là, ça n'irrigue plus. Donc voilà, pour la partie sourçage. Et maintenant, on va passer à la partie plantation. Le dernier chapitre avant la conclusion. Le but, la finalité de tout ça, c'est de planter. Je suis obligé de me mettre là pour la partie plantation, parce qu'il fait nuit, ça y est, donc vous verrez rien sinon. Donc c'est la partie, on va dire, la plus sympa, pas forcément la plus facile. Vous avez vos trous de plantation prêts, vous avez votre irrigation qui est prête et qui a été testée, c'est important qu'elle soit testée. Allez-y, plantez tout ce que vous avez, juste vérifiez auprès du pépiniériste si vous n'avez pas des périodes d'acclimatation. Moi, par exemple, ici, souvent, ils vont les faire pousser à l'ombre ou mi-ombre, donc du coup, il faut que je les mette en plein soleil chez moi et je les arrose régulièrement. Et ensuite, je vais les planter en pleine terre pour qu'ils ne soient pas trop désorientés avec le soleil, puisque moi, du coup, ils sont en plein soleil toute la journée. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous plantez un arbre, vraiment à chaque fois que vous plantez un arbre et que celui croît, il capture du carbone, du dioxyde de carbone et probablement d'autres gaz à effet de serre. Il les met dans son tronc, dans la terre, et du coup, il réduit l'effet de serre pour nous, quoi. Il travaille pour nous. Donc faites-vous plaisir, plantez autant que vous pouvez. Là, pour l'instant, j'en ai planté donc au total peut-être une soixantaine. Je vise la centaine, plus de centaines, environ 120 arbres d'ici la fin de l'année. Et l'objectif, c'est de monter à 1000 arbres à moyen terme. Allez, on va passer à la conclusion. Allez, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, faire un verger en partant de rien, d'un terrain, je ne vais pas dire vierge, parce que c'est jamais le cas, mais d'un terrain en friche, c'est possible. Ça nécessite du temps, de l'argent, plus ou moins de temps, plus ou moins d'argent, suivant ce que vous avez comme temps ou comme argent à investir. Dans tous les cas, c'est possible. C'est mieux de se faire aider, c'est mieux de le faire à plusieurs, c'est mieux de prendre son temps, c'est mieux de regarder toute la base documentaire que vous avez sur YouTube, même si vous n'avez pas
des tutoriels de création de verger, au moins vous avez certains qui parlent de comment s'occuper d'arbres, comment les planter, comment les entretenir, pour vous imprégner un petit peu de tout ça. Et allez-y, lancez-vous. De toute façon, au début, vous allez vous faire des bêtises, mais il n'y a aucune bêtise irréparable. Et de toute façon, dites-vous qu'à chaque fois que vous plantez... Oui, il y a des chauves-souris. À chaque fois que vous plantez des arbres, bah, ça fait bah ouais, ce que je disais un petit peu avant, du dioxyde de carbone en moins. Et puis bah, après, vous aurez la satisfaction de récolter les fruits de votre travail et ça sera super sympa. Donc, plantez, 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 faites-vous plaisir. Le verger, c'est possible. C'est peut-être un peu plus long à faire qu'un potager, mais c'est plus durable dans le temps, puisque vos arbres, une fois qu'ils sont installés, sont là pour des dizaines d'années et probablement pour vos descendants. Allez, à bientôt. Je vous quitte sous la nuit. Alors, je ne sais pas si on va voir. Une fois, je vous ai dit que j'avais des lucioles sur le terrain. Je pense pas que on va les voir. Non, il fait pas encore assez nuit. Allez, à bientôt. Moi, je vais remballer et j'y vais. Ciao, ciao.